C'est reparti pour cet après-midi avec la nouvelle scène créative. J'appelle sur scène Bastien Daguzan, directeur général de Le Maire. J'appelle, on va essayer de faire ça dans l'ordre, Johanna Sénic, fondatrice et directrice créative de Vanda Nylon. Simon Porte-Jacquemus pour Jacquemus. Et donc Jérémy Aigri, directeur créatif et cofondateur d'Études. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Il n'y en a plus. Vous êtes que tous les quatre, non? Vous voulez pas vous asseoir à côté de moi? Non, c'est pas grave. Alors, la nouvelle scène créative. Vous vous rendez compte ce que vous représentez à vous quatre cet après-midi? Ce qui nous a intéressé, c'est de voir un petit peu avec vous comment vous envisagiez la création, parce que finalement, vous avez créé de vraies success stories dans ces temps difficiles. Et on se demandait un petit peu comment vous avez fait de la création, de la créativité, de la mode, vos marques d'aujourd'hui. Mais peut-être c'est quoi une marque créative finalement? Si je vous pose la question, Bastien Daguzan, donc vous êtes arrivé chez Le Maire, donc Christophe Le Maire, en 2013. C'est quoi pour vous une marque créative? C'est une grande question pour commencer déjà. Je dirais qu'en fait c'est une marque qui est forcément concentré autour d'une personne physique, qui est donc un créateur, qui a une logique de développement de marque qui est profondément centrée autour de la création et autour d'une volonté de discours et de parole, avant tout. Et avant tout, c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut distinguer marques créatives, qui sont des marques donc, autour d'une idée créative, des marques produits, qui sont à mon avis des marques plus industrialisées et avec un discours plus de marché. Et ensuite, un propos créatif ou une notion d'entreprise, parce que je pense qu'encore une fois, il y a la marque, mais il y a aussi l'entreprise, et nous avons là deux enjeux qui doivent coexister, et en tout cas mutuellement s'aider. Et cohabiter, c'est peut-être la difficulté. C'est ce que vous me racontiez, Johanna Sénic. On rappelle, Vanda Nylon, 2012, vous lancez en monoproduit. 2014, première, vous me dites si je dis une bêtise, 2014, première collection de prêt-à-porter. Grand Prix de l'Andam en 2016, donc cette année. C'est ça la difficulté, c'est de faire cohabiter les deux, la créativité, la création et tous les facteurs extérieurs, parce que finalement il ne faut rien oublier de tout ça, d'autant que être créatif, c'est raconter une histoire. C'est un peu complexe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qu'on nous demande, je pense que, enfin pour ma part, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, c'est-à-dire que je nous compare souvent à des chefs d'orchestre, on va dire, on a besoin de différents instruments pour travailler, et c'est aussi vrai qu'on a besoin de savoir maîtriser aussi bien le design que la communication, ou que de savoir gérer une entreprise. Donc en fait, c'est extrêmement global, le métier de créateur, et la partie créative prend le plus de corps, on va dire, le plus de tripes, mais pas forcément toujours le plus de temps. Et c'est ça qui est difficile à gérer. D'où l'importance de se faire accompagner. Mais quand vous trouvez le temps de le faire, comment vous le faites? Du coup, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous mettez dit, bon là, il faut que je prenne le temps de me poser, de réfléchir à ce que je vais faire. Ou est-ce que c'est tout le temps? Alors moi, je suis quelqu'un qui dort mal, qui dort peu et qui a toujours les yeux bien ouverts. Donc non, en fait, j'arrive à faire plusieurs choses à la fois. Donc je sais pas pour Simon comment toi tu gères ça, mais c'est vrai que moi je peux être en rendez-vous et parallèlement réussir à penser à d'autres choses. Mais une journée type commence avec une partie de plaisir, de choses où on a pu penser même pendant la nuit ou à différents instants, et une liste de choses qui sont, on va dire, plus réelles à faire dans la journée. Simon, justement, 2009, bonjour. La création, 2012, défilé. Aujourd'hui, on est à près de 100 points de vente, une trentaine de salariés. Plus, ouais, 150, je pense. 150 même. Aujourd'hui, pardon, j'avais un petit train de retard. Lauréat du c'est prix... Wikipédia, ça, il faut faire attention. Ça, c'est sûr. Lauréat du prix spécial du jury LVMH 2015. Quand je vous ai demandé un petit peu comment vous voyiez la création, de quelle manière, qu'est-ce que vous racontiez, justement, vous m'avez dit, moi, je fais une mode narrative. J'ai trouvé que c'était assez joli, parce qu'effectivement, vous dites, on raconte une histoire, mais c'est ça, vous faites une mode narrative? Parce qu'en fait, quand j'ai commencé, j'avais 19 ans, 20 ans.
Et je voulais pas faire des vêtements spécialement. C'est pas le vêtement qui m'intéressait. Je suis pas excité par une jupe ou un pantalon. C'est pas ce qui me fait me lever le matin. Donc c'était vraiment l'idée de raconter quelque chose, un propos, d'avoir vraiment une histoire. Et ma manière de faire les collections, c'est toujours la même. Je connais la musique du défilé avant de connaître finalement la jupe ou le manteau. Je connais la personnage, c'est ce qu'elle mange, c'est ce qu'elle fait. Voilà, c'est tout très précis qui elle est avant le vêtement en fait. D'abord, vous racontez une histoire, vous posez le décor, vous écrivez le scénario, et après vous faites les costumes. Voilà, c'est ça. C'est vraiment comme au cinéma un petit peu. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui est le plus important? C'est que... Maintenant, il y a une vraie balance qui s'est faite. Au début, j'avais 0 € dans ma poche. Donc l'idée, c'était de raconter cette histoire, de la faire partager, de raconter autour d'une vidéo un esprit très fort. Et ce que je disais était précis. Mes vêtements l'étaient pas forcément. Voilà, j'ai commencé avec rien, donc j'essayais de m'exprimer comme je pouvais. Et là, j'ai l'impression qu'on trouve une balance de plus en plus entre le fait que le vêtement peut vraiment raconter l'histoire et la raconter quand même et prendre les gens dans un univers. Voilà. Mais c'est une balance qui se fait peu à peu. J'ai que 26 ans, donc ça prend du temps. Et du coup, quand on a cette démarche-là, est-ce qu'on s'affranchit de certains codes de la mode? Parce qu'on est dans son histoire. On s'y affranchit, oui et non. Moi, je ne les connaissais pas. À 19 ans, je ne savais pas qu'il fallait avoir un showroom. Je ne savais pas ce que c'était une boutique. J'avais écrit juste, je crois, à l'époque, à Colette, à Gago, dans le sud de la France. Et j'avais dit coucou, regardez ma collection. J'avais fait pareil pour Emmanuel Alt. Enfin, c'était vraiment naïf et spontané. Et je crois que c'est ça qui a aussi touché. Comment? C'était une bonne sélection. Ouais, oui. Déjà, c'était. Ouais, mais vous connaissiez quand même quelques trucs, hein. Oui, quelques portes d'entrée. Oui et non. Enfin, c'était de mes yeux. C'est qui les gens connus que je vais envoyer un email. Enfin, c'était vraiment tout simple, quoi, tout con. Donc finalement, vous êtes entré comme ça a marché. Il faut croire. Je crois que c'est Frédéric Bius tout à l'heure qui parlait du culot des jeunes créateurs, mais on en a l'exemple ici même. La spontanéité fonctionne, excusez-moi, mais à plusieurs reprises, je me suis rendu compte que quand on désirait vraiment quelque chose, si on y allait avec le cœur et qu'on toquait à la porte, il y a beaucoup de gens en fait qui sont assez curieux d'entendre des créatifs ou des gens qui sont désireux de faire quelque chose. En fait, je crois que ça véhicule un truc qui est tellement positif que de temps en temps de faire des choses ensemble, ça fonctionne. Et ça m'étonne pas dans la démarche de Simon de toquer comme ça à des portes qu'il ait eu Simon Porte, Jacques Mus, qu'il ait eu des résultats positifs. Ça m'arrive. On l'a souvent fait, mais dans le sens inverse. Simon Porte. Sort. Vous êtes pris quelques portes? Beaucoup? Non. Non, je crois pas. Non, bah, je peux même pas les vivre comme des portes. Enfin, même si j'ai fait des trucs et que ça n'a pas forcément marché, avec le temps, enfin, on apprend vraiment que tout est bon dans la vie. Enfin, tout ce qui arrive de bien comme de mal, ça nourrit. Et non, je suis assez philosophe sur ça. Vous y êtes allé aussi au culot de temps en temps? Oui, enfin, moi, ça, c'est dans mes gènes. c'est un peu ma façon de faire. Oui, non, il y avait une histoire qui était. Je fais un peu tout. Je fais un peu tout sur le désir. Je m'écoute. Je m'écoute avant d'écouter les autres, ce qui est de temps en temps est un avantage et qui peut être des inconvénients à d'autres moments. J'ai notamment été allée voir. J'ai fait mon premier défilé comme ça, spontanément, parce que ça me manquait, que j'avais besoin de m'exprimer davantage et que ça s'est décidé vraiment en dernière minute parce que j'avais envie de me challenger et puis j'avais envie de m'exprimer plus. Donc le premier show, je l'ai fait comme ça, un petit peu en dehors des clous, un petit peu toute seule, et je pense que c'était quelque chose qui nous correspondait bien et qui correspond très bien aussi à l'ADN de la marque, sans pour autant y penser. Et il y a eu la collaboration avec La Redoute, mais ça c'était... j'avais le désir, mais ça c'était un peu un rêve de petite fille. D'avoir votre nom dans le catalogue, en fait. Oui, non, je viens d'une époque où on avait le catalogue de La Redoute et le Minitel. Hein, voilà. Donc c'était mon seul lien avec la mode en province. Et je m'étais dit, je mettais mes économies tout le temps de côté en me disant et en regardant quel était le nouveau créateur qu'allait être. Et chaque saison, je ne savais pas, mais j'avais mon Noël et mon anniversaire et j'attendais le nouveau créateur. Donc dans ma to-do list, il y avait faire la collection pour La Redoute quand je serai plus grande. Et j'ai googlé la dame sur Internet. Je suis partie à la journée presse. Je suis allée voir la dame. Je lui ai expliqué deux choses, qui étaient un désir de petite fille et une autre chose qui était vraiment le désir de pouvoir démocratiser ce que je faisais. Et donc, je voulais démocratiser les best-sellers qu'on avait réussi à créer avec Vente d'Annilon.
ce qui était un peu étrange de la part, enfin pour les boutiques et pour les autres, mais ça me permettait de tourner une page et de passer à autre chose. Donc je voulais leur offrir ça et continuer à avancer différemment. Donc ça s'est très bien passé et on a tout de suite collaboré ensemble. Et voilà, une des belles histoires, il y en aura bien d'autres hein, après sur Vanda Nilon, Johanna. Études, et non pas études studio, hein, Jérémy Aigri. C'est important de changer de nom comme ça, de s'affirmer comme études au pluriel pour ce label de mode? Disons que c'est le nom d'origine en fait. Études, c'est le nom d'origine. Études studio, c'est le nom complet à partir du moment où nous-mêmes se revendiquons plutôt comme un studio de création et non pas comme un simple label de mode. On a créé ce studio avec la volonté de s'exprimer de façon multidisciplinaire et au travers de différents milieux dans lesquels nous évoluons. Qui pouvaient être la mode, l'art, la photographie, la direction artistique, l'édition de livres d'art. Et en 2012, on a eu le souhait de réunir en fait tous ces projets qu'on avait pu expérimenter depuis une dizaine d'années ensemble, parce que l'étude est un projet collectif, sous une nouvelle et même identité qui serait étude. Donc étude comme post-médium, étude comme envie de pouvoir parler d'une chose et d'autre, mélanger et créer un dialogue entre l'art et la mode. Aujourd'hui, vous considérez comment vous gardez cette idée de studio créatif qui fait aussi de la mode finalement, la mode qui est une discipline comme les autres, où vous sentez que vu le succès justement d'études, la mode prend le pas sur le reste? La mode, elle prend le pas d'un point de vue temps, énergie, moyens, humains, etc. Mais je pense que la volonté, en tout cas, elle ne doit pas prendre le dessus sur l'aspect conceptuel et créatif de ce qui est étude. Créatif tout en étant aussi assez accessible et démocratisé finalement des choses qui nous parlent à nous, mais qui parlent aussi à beaucoup d'autres personnes évoluant dans les milieux dans lesquels on a pu évoluer, dans les générations auxquelles on appartient. Et comment créer finalement un lien entre ces différents domaines. Donc oui, la mode est effectivement aujourd'hui pour étude le plus gros de son activité, mais on a toujours la volonté, je dirais, de faire collaborer des artistes dans nos collections, dans les éditions qu'on peut faire, les créations musicales qui accompagnent effectivement les défilés et autres moments au cours de... Donc je dirais qu'on n'attache pas vraiment de hiérarchie dans la création et on essaye... C'est un tout que vous proposez. C'est ce que racontait Simon tout à l'heure. Je propose une histoire avant de proposer des vêtements. C'est un tout que vous proposez également. Étude, ça sous-entend recherche, labo, expérimentation. C'est comme ça que vous travaillez dans le collectif ? Oui, je pense que c'est comme ça qu'on travaille, c'est-à-dire qu'on a des parcours qui sont assez particuliers. On est un groupe de personnes qui travaillent ensemble depuis environ 15 ans, qui avons évolué, qui avons vécu dans différentes villes, mais toujours avec la volonté commune de créer un projet créatif, indépendant, on a été, je dirais, toujours moteur d'une énergie créative, entre nous, hein, je dis bien. Et on a souhaité, sous étude, justement, créer une structure qui nous ressemble, c'est-à-dire créer une structure qui soit plus ouverte qu'une structure de mode, parce que nous ne nous ressentions pas et nous revendiquions pas comme des designers de mode, une structure plus ouverte qu'une maison d'édition d'art contemporain, parce que nous nous revendiquons non plus pas comme une maison d'art d'édition. Donc voilà, quel est aujourd'hui le format, la nouvelle forme finalement dans laquelle on pouvait s'inscrire et que nous vous ressemblait. Donc on a choisi le nom d'études pour ça, études au sens effectivement de recherche en lien avec la musique. Donc chaque étude est accompagnée d'un numéro faisant partie et laissant en tout cas penser que chaque étude pourrait être nouvelle et que chaque étude puisse être assez détachée finalement de la précédente et dans un souci de cohérence globale, mais en tout cas et se donnant cette liberté-là. Et ça va jusque dans votre point de vente où on retrouve un univers complet. Ça va jusque dans notre point de vente, donc un point de vente qu'on a ouvert il y a de ça 1 an et demi dans le Marais, qui était une ancienne galerie d'art
rue de Bellem, et pareil, avec une volonté, bon, c'était quelque chose qui était très important pour nous, d'avoir notre propre espace, parce que quand on parle justement de faire rencontrer des choses, rencontrer des gens, l'espace en devient presque l'élément principal. Et donc comment à Paris trouver un espace qui nous corresponde, comment pouvoir au sein d'un même espace présenter et nos collections et des publications qui puissent être les nôtres ou des publications d'éditeurs d'art internationaux, et aussi créer des rencontres avec, en faisant des lancements, des signatures, voilà, ne pas être simplement, je dirais, réduit à ce qui est malheureusement le wholesale, réduit à important, avec une série de pièces qui sont si éloignées finalement de ce qui était la motivation de départ. Quand on parle d'une histoire, je dirais une histoire, elle a besoin d'être racontée, mais elle a besoin d'être vécue, et pas seulement comme ça, quelques pièces qu'on tournerait d'un battement de main, non. L'importance du défilé, vous disiez tout à l'heure, Johanna, que vous étiez partie un petit peu comme ça, sur un coup de tête. Est-ce que c'est l'expression indispensable, selon vous, de la créativité? Du coup, je vais commencer par vous, Johanna. Je pense que chaque moyen de s'exprimer est bon à prendre en ce qui me concerne, et je pense que la boutique en est aussi un fort, qu'il y a des choses à faire et il y a des moyens de s'exprimer en tout. Maintenant, le défilé, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui aime tout ce qui peut rajouter en atmosphère et en intensité, donc ça va aussi bien la musique que l'éclairage. Je pense que si on n'a pas ça dans les tripes, on fait un lookbook. Donc pour moi, c'était très important de pouvoir faire davantage. Et j'ai envie de vous dire que c'est que le début, parce qu'il y a encore énormément de choses et énormément de supports, et il y a énormément de façons de pouvoir concevoir les choses. Donc moi, je me pose beaucoup de questions en ce qui concerne la façon de défiler et comment s'exprimer. Et oui, c'est quelque chose qui est essentiel. Bastien Daguzan, le défilé, il entre comment justement dans l'expression de ce processus créatif? Selon vous, c'est indispensable? À l'heure actuelle, en fait, le défilé, c'est quoi? C'est 4 moments dans l'année pour nous, puisqu'on fait 4 collections, enfin 6 collections, mais 4 que nous présentons chez Le Maire. L'idée, c'est quoi? C'est en fait de capitaliser sur un moment où il y a où il y a à la fois de la presse à Paris et des acheteurs présents sur une même place, et de capitaliser ce moment. Alors après, l'idée, c'est d'être différenciant avec ce médium-là, ce moyen-là. Et c'est là qu'est tout l'intérêt. Moi, ce qui m'intéresse dans le défilé, je pense ce qui intéresse Christophe et Saraline, c'est un moyen d'expression, d'exister, mais c'est à partir du défilé aussi comment on va traiter et tirer de l'information pour ensuite diffuser une image de marque qui est, à mon avis, largement au-delà d'un défilé, et qui va être des images d'inspiration, des images de mood qu'on pourrait trouver à ce moment-là, et qui vont être plus déterminantes et peut-être plus directes. Et ça nous permettra peut-être de rebondir sur le digital après, qui est, à mon sens, un vecteur plus réel pour communiquer auprès de la clientèle finale. On va y revenir. Simon, je relisais une interview où vous disiez « Quand j'ai défilé pour la première fois en 2013, il y avait peu de jeunes créateurs dans la capitale, je me sentais isolée. » Est-ce que ça va un peu mieux aujourd'hui? Je ne sais pas quoi dire. Blague on est toujours isolés, je crois. Enfin, on est toujours tous isolés quelque part. Blague à part, le défilé par rapport à ce que vous racontiez tout à l'heure, c'est le moment fort pour vous? Pour moi, ouais, je ne pourrais pas faire sans. Ce qui se passe à chaque fois, c'est pas contrôlable. Enfin, les gens qui pleurent, qui viennent, enfin, l'émotion, l'amour en fait du moment, il est dingue. Donc non, je ne pourrais pas faire sans. Je sais que beaucoup disent mais c'est la fin des défilés, mais c'est pas la fin des défilés. S'il se passe quelque chose, c'est sûrement pas la fin. Ces 10 minutes là où les gens sont transportés, c'est justement pour ça qu'on fait ce travail. Justement. Moi, j'adore la partie showroom, j'y suis à mon showroom, mais c'est aussi pour. Enfin, j'aime vraiment vivre ces 2 moments qui sont. Pour moi, je peux pas faire sans. C'est vrai, pour rebondir sur ce que tu dis, on est vraiment toujours un peu seul, on a l'impression d'être isolé. Enfin, pour toi, c'est pareil, je pense. On a l'impression d'être isolé toute l'année. Et la première fois qu'on a fait un show, nous, avec l'équipe de chez Vanda, ça nous a permis de réaliser
qu'il y avait des gens à l'extérieur et une vie à l'extérieur du bureau, qu'on était soutenus, qu'il y avait des talents complémentaires qui étaient prêts à se joindre, qu'on pouvait échanger davantage. Et ça a été une force. Et moi, personnellement, ça m'a donné des ailes. Aujourd'hui, hors de question qu'on me les enlève. Hein, donc... ce que vous dites aussi, Simon, c'est que je racontais tout à l'heure, vous êtes énormément développé. On disait 150 points de vente, c'est ça, cette fois, j'en oublie pas. Et en même temps, vous avez envie de garder cette fraîcheur et cette naïveté du départ. Et vous me disiez, c'est ça qui est compliqué, c'est mon obsession de tous les jours, finalement, de conserver ça. Je crois que c'est ça, en fait. Au plus ça avance, au plus on a de moyens et au plus tout devient fluide. Mais ce qui est important à vraiment garder, c'est cette naïveté, en fait. C'est ce sourire, c'est d'être excité tous les jours par quelque chose. C'est tout con, hein, ça peut paraître tout bête de dire ça, philosophique, mais en fait, c'est vraiment la réalité. Mais en tout cas, c'est ma réalité, c'est d'être en fait heureux, d'être excité parce que on vous fait voyager quelque part et de pas se dire ah, mais j'ai plus envie de voyager là, c'est trop. Enfin, plein de choses, de rencontrer des fournisseurs, c'est vraiment ça, c'est cette naïveté, mais pas que dans mes collections. Évidemment, dans mes collections, c'est primordial pour moi. C'est une manière de voir sans filtre, comme un enfant le monde. Mais c'est vraiment aussi tous les jours avec les personnes avec qui je travaille et voilà, c'est clair. Non, mais du coup, comment on la conserve? Parce que, il faut garder la tête froide. 2, il faut garder l'envie, comme vous dites. Et c'est réussir à bien s'entourer pour être débarrassé de ces contingences dont on parlait au départ, plus économiques, peut-être. Moi, je fais avec mon feeling. J'ai toujours l'impression que c'est très familial, même si on est une 25-30 à travailler sur la prochaine collection. J'essaye de faire toujours avec mon feeling et d'une manière un peu familiale. Chez moi, c'est toujours très familial. Je ne sais pas comment expliquer. On revient à la spontanéité. Finalement, ce qui vous caractérise aussi, c'est ça. C'est vous partez avec votre idée, sans a priori, sans forcément, enfin, tout en faisant les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux, et vous avancez comme ça. Oui et non. Oui et non, parce que on se prend au sérieux quand même. Oui, bien sûr. C'est sérieux. Faites les choses très sérieusement. C'est sérieux, ouais. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec moi aujourd'hui. C'est sérieux. Je peux pas dire que c'est pas sérieux, mais j'essaye d'avoir le sourire, en tout cas, en le faisant. Et d'avoir le petit décalage qui va faire la différence. Études, Jérémy, vous avez une particularité aussi. Vous êtes entre Paris et New York. Ça, depuis le début, depuis 2012. Et en France, on a tendance à dire, de toute façon, on est souvent un petit peu à la traîne. On va arriver, les Américains, ils ont... Quoique Frédéric Bius tout à l'heure nous expliquait que ce n'était pas forcément le cas, mais que voilà, on arrivait après les Américains parce que les tendances, elles partent des États-Unis. Vous qui avez un pied d'un côté et de l'autre, cette excitation créative, j'allais dire, ces marques créatives, maintenant, elles sont aussi vraies en France qu'aux États-Unis, à Paris qu'à New York. Je pense qu'elles sont aussi vraies. Nous, dans notre cas, en fait, je pense que c'est important de replacer dans le contexte. C'est-à-dire que nous, on est j'ai envie de dire des enfants de la province, donc on a grandi en province dans les années 90 avec le filtre de cette époque-là, et on a très tôt été enthousiasmés par l'idée de créer des projets créatifs, et dans les débuts des années 2000 avec la possibilité de voyager tout en travaillant et développer des projets dans différents endroits avec des différents intervenants. Donc je pense que la dimension internationale d'études était vraiment... c'est passé à ce moment-là. Et en 2012, quand on a décidé d'établir études à Paris et à New York, les choses se sont faites en écho, c'est-à-dire parlant de multidisciplinarité, parlant d'une organisation moins hiérarchique, moins linéaire. Comment finalement ancrer un projet qui était en plus à l'époque au départ, donc c'est-à-dire avec toute la complexité que ça peut avoir, au travers de deux villes, et comment créer un échange entre ces deux villes, un échange évidemment inspirationnel, un échange de la richesse, je dirais, de la scène artistique new-yorkaise et de la scène artistique française, et comment nous, au travers de nos fils justement, arriver à se faire dialoguer ces deux villes. Donc est-ce que New York est en avance par rapport à Paris, ou est-ce que c'est ce qui se dit ou c'est ce qui se disait? Moi, j'ai plus vraiment l'impression. J'ai l'impression. Mais en quoi Franco-français, là, Simon, je parle. En quoi En quoi New York est avant? Non, mais justement, c'est le contraire pour moi. Bien sûr. Et c'est tout le monde sait ça. C'est justement ce que je dis, c'est que je pense
qu'il ne l'est plus et qu'aujourd'hui il n'y a plus de différence. On est dans une ère de la culture visuelle, de toutes ces influences liées au digital, et je pense qu'il n'y a plus réellement de nuances ou de différence ou d'avant-garde finalement entre une ville et une autre. Et au contraire, je pense qu'aujourd'hui, des personnes ayant grandi en Russie sans jamais pouvoir pu en sortir en savent tout autant que nous sur la culture d'Europe occidentale, et je pense que c'est assez intéressant finalement quelle est l'interprétation que tu peux te faire du monde via Internet, via la démocratisation des médiums et la possibilité aujourd'hui en tant que jeune de pouvoir s'exprimer de façon beaucoup plus libre que ce qu'elle était avant, beaucoup moins matérielle et voilà. Le digital, Simon, comment vous l'avez utilisé? Parce que vous êtes né sur le digital aussi, ou quand même? Carrément. Ouais, j'ai commencé vous êtes comme né ça. sur J'ai posté ma première collection en 2009 sur Facebook. Je fais coucou, c'est ma première collection partagée. Et après, j'étais dans le sud chez mes grands-parents en train de me baigner. Et puis j'ai reçu un appel d'un ami qui est un ami à moi maintenant, mais qui voulait faire un premier article. Et voilà, c'est parti comme ça. Mais je savais même pas qu'il fallait contacter des journalistes. Au début, j'ai vraiment posté ça comme ça et ça a été viral. Les images, en tout cas, ont été virales. Voilà. Aujourd'hui, vous jouez toujours autant? Enfin, vous travaillez toujours autant avec les réseaux sociaux, ou une fois que c'est parti, vous laissez les choses se faire? Non, je suis assez obsédé de l'image, donc je suis bien dessus. Qui Ouais. rigole. La vraie génération de l'image. C'est-à-dire que ce que vous racontiez tout à l'heure, quand vous racontez votre histoire avec les vêtements, c'est aussi la raconter sur le digital. Et ça va avec. C'est un ensemble. Ouais. En fait, j'ai commencé le digital quand j'avais 12 ans. J'avais un blog qui était connu en France. Quand vous aviez 12 ans, vous aviez un blog. 12 ans, j'avais un blog et chaque semaine, je postais des photos de moi en scène, genre moi dans les fruits de chez mes grands-parents, moi dans le garage, et je faisais toujours des séries photos très inspirées. Pour moi, c'était inspiré de Vogue Italie, mais bon, on est d'accord. Mais c'était pas Tim Walker qui shootait, c'était mon portable. Il y avait un retardateur, le Sanyo. Il était hyper beau. Non, mais on peut plus le trouver. Mais on peut plus rien trouver. Heureusement d'ailleurs. J'ai vu une pub Kinder. Kinder, Pampers, Peugeot, il y en a. Mais bref. Et du coup, j'étais vraiment obsédé par ça. Et chaque semaine, je faisais des histoires, tout ça. Et je crois que je suis toujours le même blogueur. Je suis pas. C'est bizarre à dire, mais je suis toujours ce petit garçon qui invente ces petites histoires. Ça a pris d'autres proportions maintenant, mais pour moi, c'est la même chose que je fais finalement, en fait. Et c'est vous qui faites tout, du coup, qui gérez Ouais, aussi tout ça. de tout, votre marque. de A à Z. Il n'y a rien que je délaisse. De l'online shop à l'Instagram, en passant par les campagnes, et au défilé, de la musique au design du défilé, c'est tout moi. Johanna, alors non, moi c'est l'extrême opposé. Moi j'ai fait, moi carrément j'ai pas de compte perso. Je suis un petit peu allergique à ça. On doit prendre et on a des gens en interne qui le font à ma place. C'est vrai que j'ai un peu des difficultés à imaginer qu'il faille prendre ses pieds devant le menu du Flore au quotidien pour intéresser les gens. J'ai un peu de problème avec les supports Instagram et toutes ces choses-là. C'est là la différence. Ouais. Et il y a un moment où l'image... Soit naturel, de toute façon, c'est sûr. Il y a un moment où l'image c'est important si on le porte en soi, si c'est quelque chose qu'on aime. Moi c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Je suis assez pudique là-dessus. Donc oui, travailler l'image de la marque pour avoir des photos, pour pouvoir véhiculer quelque chose qui concerne la marque, je le fais facilement. Mais en ce qui me concerne de façon plus personnelle, pendant très longtemps, même à la sortie de l'Andam, pour pouvoir me concentrer sur mon travail, j'ai préféré ne pas avoir de téléphone portable. Donc moi je suis en digital détox, pas de portable, joignable au bureau ou à la maison, par mail, pour pouvoir me concentrer sur ce que j'ai à faire et pour pouvoir optimiser mes journées au maximum, parce qu'on est aussi pas mal pollué. Et j'en avais marre. Il y a un moment où, quand j'avais des interviews, même les gens demandaient quel est le compte Instagram qui vous inspire le plus, quelle est votre appli préférée. Et moi, en ce qui me concerne, je pense qu'on n'était pas moins créatifs dans les années 80, quand on n'avait pas tout ça, et que j'ai une autre manière de faire des recherches. Moi, je travaille avec les matières, je regarde ce qui m'entoure, et je veux pas qu'on m'impose des choses comme ça. J'ai moins de curiosité pour Instagram. De toute façon, ça doit être naturel. Moi, c'est ce que je pense sur les réseaux sociaux, c'est qu'on s'est forcé, ça ne marche forcé, pas. Ça se voit, c'est horrible. Genre, je sais, il y a beaucoup de gens qui forcent un petit peu le truc, genre, mais ça. Voilà. Moi, j'ai décidé de raccrocher, donc on le fait, mais il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font mieux que moi. Que ce soit nature. Que ce soit spontané, naturel.
Chez Le Maire, c'est quoi la politique en matière de digital? Instagram. Ah, ça a été un long débat. Ça a été un long débat Instagram parce que justement, on est une marque qui prenait pendant longtemps une valeur d'usage, une continuité du vêtement, un vestiaire évolutif, etc. Pour hommes et pour femmes. Et donc du coup, la question, ça a été justement comment le faire et le rendre en fait le plus réaliste possible avec ce que la marque veut dire. Et j'insiste sur le mot marque parce qu'en fait, c'est ça qui nous a drivé dans le moment. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas forcément mettre en avant le designer ou devrais-je dire les designers, mais plutôt mettre en avant un propos de marque, des idées de recherche, des envies, des mannequins et des choses comme ça qui pouvaient transmettre en fait un propos de marque sans dénaturer ce qu'elle est vraiment. C'est-à-dire que nous, on considère que la marque Le Maire c'est une marque aspirationnelle, c'est-à-dire qu'elle transmet un message et c'est en ça que les réseaux sociaux servent aujourd'hui, mais ce n'est pas le seul moyen de... Et je pense qu'on a beaucoup parlé de valeurs collaboratives. Je pense que tous, ici, autour de cette table, en fait, il y a une immense notion de valeurs collaboratives de ces marques qui ont dépassé le digital, Internet, la communication. C'est qu'on est dans un écosystème de mode qui nous a validés, qui a aimé le propos qu'on avait, ce qu'on disait, et aussi on s'enrichit des personnes qui sont autour de nous. Et ça, je pense que c'est ultra intéressant de voir comment, entre designers et managers, ce qui est le cas, par exemple, chez Le Maire, ou auprès des tiers, comment, en fait, on sème une graine et ça devient quelque chose de différent et quelque chose de plus grand qu'on a construit ensemble. Parce que le collaboratif, c'est demain. Le collaboratif, c'est aujourd'hui chez Études. Oui, effectivement. On a toujours travaillé en collectif. Donc, oui. Ouais, c'est ça, en collectif. Comment on fait? Du coup, on se partage le travail, on brainstorm tous ensemble Non, comment on fait? Je pense que c'est assez complexe à expliquer parce que ça tient forcément à l'entente et à l'équilibre au sein du groupe. Je pense que nous, ce qui nous a soudés dans notre équipe, c'est de s'être rencontrés jeunes et de s'être construits finalement ensemble, j'ai envie de dire, au travers des différentes expériences qu'offre la vie à certains moments. Et que faire avec ça? Donc on vient comme je disais tout à l'heure, tous de moyenne ville, on a tous grandi dans la même époque et étaient, je dirais, plus jeunes, intéressés par les mêmes centres d'intérêt et influencés par les mêmes cultures. Donc je pense qu'il y a le point commun vient de là, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est très simple pour nous de communiquer, d'échanger, de se répartir, je dirais, les différentes tâches sans qu'il y ait de déséquilibre créatif, d'inspiration. Il n'y a pas besoin de se justifier pour chaque décision qui serait prise. Les choses sont assez fluides, la confiance existe entre les différents membres du collectif et la volonté aussi pour nous, c'est de créer une histoire commune, collégiale et non pas, je dirais, uniquement articulée sur un créateur comme unique élément d'une histoire. Voilà, je pense que nous, ayant tous des parcours relativement complémentaires venant du graphisme, des beaux-arts, de la communication ou du design de produits, comment, grâce à cette équipe, créer aujourd'hui ce qu'est une marque au sens, en considérant, je dirais, toutes les étapes évidentes d'un processus créatif et aussi opérationnel. Excusez-moi. Les prix, qu'est-ce que ça change? Je me tourne plutôt vers vous, Johanna et Simon. Simon, lauréat du prix spécial du jury LVMH en 2015, Johanna, Grand Prix de l'Andam, je disais, en 2016. Qu'est-ce que ça change, Johanna? Beaucoup de choses. Je pense que ça change beaucoup de choses. Surtout, évidemment, il y a le facteur financier. C'est une aide qui, pour moi, est très importante parce que je travaille beaucoup à partir de développement technique. Donc, c'est sûr qu'il y a une liberté dans la création et dans mes choix qui a été appuyée par l'Andam. Donc, ça, c'est très important. Et après, je sais que... je les compare un peu au début. Je dis qu'en temps normal, ça donne un petit peu... ça donne une espèce de liberté, de légèreté. Moi, il y avait des gens... Il y avait
vraiment quelques personnes dont j'étais particulièrement fan ou admirative de leur travail dans le jury, donc j'étais un peu émue de savoir qui pouvait nous soutenir. Et ça donne un peu ça donne un peu une assurance, comme je compare ça au début d'une histoire d'amour. Quand on tombe amoureux, du coup on est un peu plus léger, on a l'impression qu'il n'y a rien qui peut nous atteindre, donc ça aide forcément dans les choix, on se sent un petit peu plus libre et on a plus d'assurance. Donc c'est important en tout point. En ce qui me concerne, ça a été assez bénéfique. Ouais. Simon ? Moi, c'est le côté pratique. C'est-à-dire qu'avec LVMH, ce qui m'a aidé, c'est plutôt les atouts d'un grand groupe. C'est-à-dire tous les besoins, que ce soit chez les commerciales, les avocats. On avait vraiment accès à tout, et à 100%. Et les gens étaient vraiment là pour nous, répondaient au téléphone tout le temps. Nous offraient tous ces services-là. Et je pense que c'est ça qui, moi, m'a vraiment aidé et fait grandir, en tout cas. Mais il y a eu un peu la même histoire avec l'IFM, finalement. J'ai fait un programme à l'IFM, vous devez le savoir. Mais ça a un peu préparé le terrain, et LVMH ont repris la main sur ça et sur vraiment stabiliser ma marque et vraiment être un adulte. Voilà. Nous aussi, on fait partie du programme de l'IFM, donc je pense qu'on a un peu les mêmes parcours. Non, c'est vrai, c'est quelque chose, je pense, qui va être récurrent dans ce qu'on peut vous dire avec Simon, c'est qu'on se sent... Vous êtes en équipe. Alors bon, nous aussi, on est en équipe, mais c'est une autre histoire, parce que vous avez visiblement grandi ensemble et vous êtes de cultures différentes. Et nous, on est socialement tous différents. On vient tous de cultures, de pays différents. On a des âges différents. On a des domaines de compétences qui sont différents. Donc, chez nous, on a eu une émulsion, certainement, qui est la nôtre, ou qui est propre à notre façon de faire. Et c'est vrai, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'on est souvent isolés, que les prix en ça nous permet effectivement, quand on a besoin d'un conseil, quand on a besoin d'un support, quand on a des doutes, de pouvoir téléphoner, parce qu'on rencontre réellement une équipe qui nous supporte et qui nous accompagne. Et moi, notamment avec le mentoring, je joue avec Geoffroy de la Bourdonnais, on a la chance, je sais que si à un moment on a un doute, si on a une question, ils sont ravis de pouvoir répondre et de pouvoir nous accompagner. Donc il y a un échange qui est complètement libre, et ça, c'est très plaisant. Est-ce que vous avez l'impression, du coup, d'être entré dans le sérail, de faire partie de cette famille, ou finalement peu importe? Non, ça importe. C'est important. De cette famille-là, oui, parce que j'arrive à leur mettre des visages, je connais leur voix et j'échange avec eux. Donc oui, non, c'est très important, j'ai l'impression. Ouais. Simon, en revanche, si on vous dit que vous faites partie de cette nouvelle génération de créateurs, ça vous agace, ou finalement vous dites qu'à chaque génération, il y a une nouvelle génération de créateurs? Non, moi, ce qui m'agace, c'est l'envie de mettre comme ça vite une génération comme ça. On est dans le présent, dans le moment présent. On a envie, les magazines ont envie de s'accaparer à une espèce de génération Paris. Et ça, enfin, j'en sais rien si je suis de la génération, si je le suis pas ou pas. Enfin, je sais pas, c'est pas un concept qui je trouve vraiment très original, en fait, voilà. Oui, mais surtout qu'on voit que vous êtes tous différents. Oui, non, mais parce qu'il y a eu un petit moment à New York où il s'est passé beaucoup de choses. Après, c'était le moment avec Londres, où il y a eu le moment où il y a eu Jonathan Anderson qui est arrivé, Marika Trandzou, Christopher Kane. Il y a des périodes où, enfin, je pense qu'après, la création a toujours été à Paris, la création est encore à New York ou à Londres. C'est juste qu'il y a des moments où les gens sont contents de se focus, et c'est tant mieux pour nous. C'est à Paris que ça se joue en ce moment, donc ça tombe un bon moment pour nous. Mais Simon était déjà là quand ça fonctionnait pour Londres. Donc c'est plus, je pense que c'est plus les médias ou les gens qui aiment peut-être bien nous mettre dans une petite boîte, cataloguer. En fait, voilà, c'est mais juste libre à eux de nous mettre dans une boîte. Changer de sujet, trouver un autre angle, parce que, enfin, c'est un peu, ouais, je trouve que excitez-nous autrement. Enfin, je trouve que il y a plein de choses à dire. Il y a plein d'autres choses à dire. Enfin, c'est à nous d'exciter, peut-être. Alors. Oh, ça va, je suis bien excité, moi. Alors justement, je voulais terminer là-dessus, ce tour de table avec vous. Et maintenant, parce qu'on sait à peu près où vous en êtes aujourd'hui, l'étape d'après, demain, c'est quoi chez Études, Jérémy? L'étape d'après, elle est de pouvoir continuer à je dirais, ce qu'on a entrepris, à se stabiliser d'un point de vue structure, développement, et à rester, je dirais, parce que c'est vrai qu'on a, comme on le disait tout à l'heure, on est souvent sollicité, ça demande une énergie qui est assez folle et qui des fois peut aussi nous désorienter, je dirais,
du but initial ou de quelle était la motivation et l'ambition initiale. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour Études, c'est voilà, de concentrer sur ce qu'on a envie de faire, continuer à proposer un projet à la fois créatif et accessible, aussi bien en publiant des livres de photographie, qu'en créant des collections, qu'en créant des événements ou des expositions. Enfin, je dirais que le champ est assez large. Et voilà, à terme, une envie en tout cas de pouvoir ouvrir justement à New York un espace similaire à l'espace parisien, permettant justement de continuer l'expérience dans ces deux villes, étant vu que le projet a été fondé dans ces deux villes. Donc il y a une question de rythme. Paris s'est fait avant parce que nous sommes français, mais dans l'ambition de pouvoir rapidement créer un lieu là-bas. D'être sur deux pieds entre Paris et New York, véritablement. Bastien Daguzan, sur le développement de la marque Le Maire, vous m'expliquiez en préparant cette table ronde, ce qui peut être compliqué aussi, c'est le planning des collections qui peut être à un moment donné chronophage et qui peut prendre un petit peu, ce qu'on expliquait tout à l'heure aussi sur la créativité. Aujourd'hui, comment vous gérez ça ? En fait, il y a plusieurs choses qui se cumulent en fait, dans ce phénomène. Je dirais qu'à la fois, nous, on a fait face depuis 2 ans à une croissance assez fulgurante, ce qui nous a, bien entendu, qui a nécessité beaucoup de réorganisation et de structuration d'équipe. C'est extrêmement pénible de dire ça, mais en tout cas, c'est vrai. Quand on passe de 10 à 30, quand on passe de 2 millions à 10 millions en 3 ans, forcément, ça nécessite des petits changements. Et je dirais que le plus difficile, en fait, et le plus compliqué dans tout ça, c'est rester soi-même, essayer de dire le propos qu'on donne aujourd'hui, qu'on délivre aux gens, il doit toujours rester assez en phase avec ce qu'on dit. Et c'est là où je dis que le rythme en fait, de 6 collections par an est assez ambitieux, on va dire, parce qu'en fait, je crois que la création pour générer quelque chose de différent ou de se donner juste le temps de réfléchir, elle a besoin de temps. Et je crois que le temps, c'est quand même important. Et en tout cas, d'un point de vue créatif, ce que je vois, ce que j'observe, c'est qu'il y a une vraie volonté d'avoir une bulle. En fait, je dis toujours à Christophe Sarline, il faut générer cette bulle pour que vous soyez à l'aise et que vous sentiez justement que les aspects bac soient structurés et qui puissent vous permettre de vous développer sans que vous posiez trop de questions. Voilà, en tout cas, c'est mon objectif et ce que j'essaye de faire tous les jours. Johanna, vous débordez d'idées, de projets pour la suite. Donc, à part le vrai petit bébé, la suite devant Danilon, c'est quoi ? J'espère qu'il va y avoir plein de choses. Alors tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le facteur temps, je veux rebondir dessus parce que ça, c'est la chose qui est un peu la plus difficile pour moi. En attendant, c'est vrai que de repartir à zéro et de devoir se renouveler tous les 6 mois, c'est assez compliqué. Et c'est en ça que c'est important d'être en équipe. Et c'est là où moi je suis contente et que c'est un projet que j'aurais pas pu faire seule. Donc ça c'est important pour moi. Maintenant sur tous les projets de développement, je suis également accompagnée aussi bien maintenant par le mentoring et par les gens de l'Indam que par Guillaume qui est le président de l'entreprise. Donc ça c'est pour tout ce qui est, on va dire, les aspects qui sont plus techniques, plus rationnels. Et maintenant pour la partie plus créative, je rêve assez facilement et donc j'espère que dans 10 ans je ne serai pas là où je m'imagine aujourd'hui, qu'il y aura eu des rencontres un peu dingues en route, qu'il y aura eu d'autres projets qui auront abouti de ces rencontres ou de ces espérances ou de ces échanges. Donc j'aime bien l'idée de gérer moins pour pouvoir m'envoler un peu plus, donc on verra. Simon, à vous la conclusion. En fait, elle va être philosophique. Non, mais on n'a pas fini d'en entendre parler, Simon Porte-Jacques. Je voudrais juste citer ça. Vous m'avez dit, j'ai envie que dans 50 ans, des étudiants reprennent ma maison. Elle sera énorme. Oui, parce qu'en ce moment, il y a des rumeurs sur le fait que je reprenne une maison, tout ça. Et ce que j'ai dit à Anna Wintour il y a encore 3 semaines, c'est que ma grande maison, en fait, je l'ai, c'est la mienne. C'est le nom de ma mère. C'est ma vie, c'est ma biographie. C'est pas un concept, c'est pas un truc que j'ai fait pour faire un CV, pour charmer qui que ce soit. Donc moi, cette question de comment, c'est quoi le demain, je sais pas, c'est être heureux et continuer à écrire ce que j'écris, quoi. Voilà. Mais j'ai pas de... évidemment, je vois les choses grandir, mais pour moi, c'est pas un but en soi, et j'aime bien le rappeler ça aussi, que c'est pas un but en soi d'être à 100 millions. Ça aide,
ça peut faire développer ta création, ça peut t'aider sur plein de choses, mais c'est pas le but, d'une vie, c'est pas le but d'une personne, quoi. Merci beaucoup. Je vous laisse continuer la discussion parce qu'il faut qu'on arrête. Merci beaucoup à vous, Jérémy, Simon, Johanna et Bastien. Merci beaucoup à tous les 4.